Peut-on se libérer du mental, du bavardage intérieur, par le ressenti? L'expérience de l'absolu, mystique, est souvent décrite comme étant dépourvue de différence, vide de pensée, de réflexion, de contenu, vide de tout. Or, il est clair que cet état de vide ressemble, à s'y méprendre, à un état de profond sommeil. Mais si cet état de vide, si difficile à acquérir ou à recevoir par grâce, est pareil à l'état que chacun traverse naturellement chaque jour, alors à quoi bon? Cela en vaut-il la peine? Dès lors, pourquoi méditer, contempler, prier, s'exercer? Chaque nuit, nous vivons tous dans un état de vide profond, sans ego, sans mémoire, sans nul souci, par-delà le vieil homme et autres voiles. Dès lors, comme dit Shankara, à quoi bon le yoga? Pourquoi donc pratiquer pour produire un état inévitable qui advient naturellement à chacun, sans effort, sans discipline, sans yoga? C'est pourquoi la plupart des traditions prennent soin de distinguer entre ces deux états si proches, entre l'état de vide mystique et l'état de vide du sommeil profond, du coma ou de l'évanouissement. Ainsi, dans le bouddhisme ancien, on distingue l'état sans perception ni absence de perception, qui n'est pas la grande extinction, le fameux nirvana. Dans le grand véhicule du bouddhisme, on distingue la conscience de tréfond, alaya jnana, de la conscience immaculée, amala jnana. Dans la méditation bouddhiste en général, on distingue l'état neutre de l'état de présence alerte. Dans le Dzogchen, une tradition tibétaine, on distingue l'esprit de la nature de l'esprit, qu'on appelle aussi la science, le connaître, Rigpa. Or, un esprit en méditation, sans pensée, peut aisément être confondu avec la pure présence. Le Vedanta distingue le sommeil profond et la pure conscience. La reconnaissance, une philosophie du Tantra, distingue l'état de résorption dans la pure conscience de l'état de conscience reconnu en sa liberté. La tradition de la déesse, Kali Krama, distingue entre un vide inerte et un vide dynamique. Dans la tradition chrétienne, Rusbrock, par exemple, distingue encore et encore la simplicité naturelle sans pensée de la simplicité surnaturelle sans pensée elle aussi. Et le Dzogchen en particulier en a fait un point essentiel, de sorte que pour certains maîtres de cette tradition, la méditation est une méthode à double tranchant. Comment distinguer l'état neutre et sans pensée de la pure présence? Comment ne pas confondre les expériences d'absence de pensée avec la reconnaissance de l'essence de la conscience? De plus, même si l'on atteint cet état par la méditation, par je ne sais quelle grâce, comment le distinguer d'un état d'inconscience, de demi-conscience ou d'une simple fabrication mentale, d'un état artificiel? Et question subsidiaire, si l'absence de pensée n'est pas la garantie qui permet de reconnaître à coup sûr l'état juste,
Pourquoi dit-on que la pensée ou les pensées sont des voiles? Pourquoi ce torrent anti-mental d'abord, puis anti-intellectuel, si le silence de la pensée ne révèle pas notre vraie nature? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un ou des critères dans l'expérience de méditation elle-même? Ou bien doit-on se contenter de reconnaître l'arbre à ses fruits durant l'état qui suit une séance de méditation, d'absorption, de plongée? Pour le moment, je répondrai juste, mais cette réponse ne vaut que pour les traditions issues de l'Inde, qu'une partie de la difficulté tient au malentendu sur le mot sanskrit vikalpa. On le traduit presque toujours par concept ou pensée. Du coup, on se dit que ces traditions aspirent seulement à supprimer ou calmer les pensées, et que ce sont les concepts, l'intellect, qui nous empêchent de savourer le réel. Mais cette traduction induit en erreur, car vikalpa désigne littéralement une construction qui s'élabore par opposition et par exclusion des contraires. Il est vrai que cela englobe les concepts. Je produis le concept de table en excluant les différences, en faisant abstraction des différences entre les tables particulières, pour ne conserver que l'essence invariable et générale de toutes les tables, ce qu'elles ont en commun. Mais ce mot, ainsi compris comme construction par exclusion et opposition, a une extension bien plus vaste. Il englobe aussi bien l'imagination et même la perception. Quand j'imagine, j'exclus, je fabrique. Quand je perçois, j'exclus, je fabrique. Je me concentre sur telle forme, sur tel son, à l'exclusion du reste. C'est donc un vikalpa. Dans ce sens-là, on devrait dire que la perception est aussi une sorte de conception. Donc, toute expérience est vikalpa. Toute expérience, du moins, qui choisit et qui exclut. Dès lors, je puis penser que l'état sans pensée est lui-même une construction mentale, même s'il est sans pensée, car il est le contre-coup de l'état de veille ordinaire, et il se définit par opposition et exclusion des caractéristiques de l'état de veille ordinaire, dont la pensée discursive, le bavardage intérieur. De même, l'indifférence émotionnelle, ou torpeur, est encore une émotion pour la psychologie indienne, car elle est le contre-coup ou l'opposé de l'attachement passionné et de la haine. Plus on a été excité, plus profonde est l'inconscience dans laquelle on sombre. L'esprit est par nature cyclotimique, bipolaire, et l'inertie inconsciente fait partie de ce cycle, comme la nuit se définit par rapport au jour. D'où le problème de la méditation, en particulier dans le bouddhisme. Comment éviter la distraction, l'état de veille, les pensées, et la torpeur, l'inconscience du sommeil profond. Comment échapper aux trois états, les états de veille dominés par la perception, l'état de rêve dominé par l'imagination, et l'état de profond sommeil dominé par la torpeur. On pourrait alors dire que le critère qui distingue l'état de vide inerte de l'état de vide dynamique est le suivant. Dans le vide inerte, l'activité des sens, l'activité des 5 sens, est bloquée, interrompue. Il n'y a ni pensée, ni perception, comme dans le sommeil profond. Alors que, dans l'état de vide dynamique, les perceptions ne sont pas bloquées. Il y a vision, olfaction, sensation tactile, démangeaison,
et ainsi de suite. Ce serait la solution miracle, la voie royale. L'absence de pensée me sauve du mental, des distractions, et l'absence de blocage des perceptions me sauve d'un vide inconscient et donc vain. Mais est-ce bien le cas? Car, de ce que nous avons dit plus haut sur le Vikalpa, l'activité de construction mentale par exclusion, il s'ensuit de même que la perception n'est qu'une construction mentale, ou du moins qu'elle est contaminée par les consciences mentales et émotionnelles passionnées, ce que les adeptes du bouddhisme comprendront. Dès lors, l'instruction de méditation qui consiste à dire « rester dans la perception sans juger ce qui apparaît clairement aux cinq sens » et ce sera l'état de pure présence libérateur ou naturellement libre, semble devoir être remise en cause. Car si la perception brute elle-même est construite, se contenter d'elle ne nous fera pas sortir du cercle des constructions mentales. Mais pourquoi, me demanderez-vous, la perception serait-elle une construction mentale? Ne serait-elle pas plutôt en prise directe avec le réel, attendu qu'elle n'est pas élaborée, mais donnée immédiatement, sans manipulation? Eh bien, la réponse me semble évidente, du moins dans un cadre idéaliste où l'on part de l'hypothèse que tout est conscience. C'est le cadre de la plupart des traditions non dualistes. Si, en effet, tout est une production de la conscience ou de l'esprit, alors la perception l'est aussi, ni plus ni moins que les concepts. Les idéalismes indiens, que ce soit bouddhistes ou dérivés du Vedanta ou bien tantriques, soutiennent que nos réactions, nos jugements face aux perceptions, laissent des empreintes inconscientes, des traces résiduelles. Or, notez que ce sont ces traces qui, en mûrissant, vont donner naissance aux perceptions à venir, comme dans les rêves. N'est-il pas alors raisonnable de penser que les voiles émotionnels et conceptuels, présents dans les jugements conceptuels, vont se retrouver jusque dans les perceptions qui dérivent toutes de ces jugements? La nature de l'esprit ordinaire est en effet circulaire. Perception, puis jugement sur ces perceptions, qui laissent des traces résiduelles, qui mûrissent en de nouvelles perceptions, de nouveaux jugements, de nouvelles traces, et ainsi de suite. Donc, la thèse prédominante aujourd'hui, selon laquelle il suffit de penser moins pour sentir plus et s'éveiller en quelque sorte, est peut-être inefficace en pratique. Se familiariser avec un état de perception pure, sans jugement ni réaction discursive, a-t-il un sens s'il n'existe rien de tel qu'une perception pure, si toute perception est déjà contaminée par les concepts et les perturbations émotionnelles? Voici une réponse qui consiste en 2 points. Le premier, c'est que si je reste sans penser, avec les 5 sens complètement ouverts, sans bloquer aucune perception, eh bien, je ne reste pas simplement dans la perception. Parce que l'ouverture de l'attention, le silence intérieur, on pourrait aussi appeler l'ouverture du regard, panoramique, eh bien, fait que je ne suis plus dans la perception ordinaire par exclusion. Je bascule dans une perception par inclusion. Et c'est pourquoi ce regard global, ce regard panoramique est libérateur. Je ne suis plus dans un mouvement de saisie, de contraction,
mais dans un geste d'ouverture. Geste d'ouverture qui est d'ailleurs le prolongement de l'ouverture des yeux, des 5 sens, l'ouverture de tout soi, comme une boule de cristal ouverte à 360 degrés. Et le deuxième point, c'est que dans cette attitude, il y a un autre basculement. Je ne me sens plus comme étant un point dans l'espace, mais plutôt comme étant l'espace. L'espace qui contient tout, qui infuse, qui pénètre tout, qui imbibe tout. Et cet espace, de plus, n'est plus l'espace ordinaire, inerte, qui exprime ma limitation dans le temps et l'espace. Bien plutôt, cet espace est vivant. Il est amour. C'est un espace connaissant, un espace amoureux, un espace vivant, un espace bienveillant. Et par conséquent, si la plongée dans le ressenti est une plongée qui se fait dans le silence intérieur, alors oui, ce ressenti-là, ce ressenti pur, ce ressenti muet, dépouillé, est libérateur. Il me plonge dans une nouvelle manière d'être, qui est relation avec l'espace qui devient la source de toute chose.